Le défaut, c'est le manque de confiance. Ça, c'est quand même très chiant, en fait. Toutes les déclinaisons qu'on peut faire autour de ça, je les ai, par contre. Et ça, c'est un peu un stigmate qu'on garde. C'est compliqué, ça, de se défaire de ça. Ah oui, ça vous touche Ouais, ça me touche, ouais. Moi, j'ai l'impression, en fait, comme je viens d'avant, quand même, j'ai l'impression qu'on me le dit dans la rue, moi. Dis donc... Enfin, que ça me fait le même effet, quoi. Dis donc. Dis donc, tu sers à rien. Enfin, je vous prie, Anne. non, c'est pas vous que je le disais, c'était... C'est bien ce qui me semble. Miroir. Bonjour. Je vous invite à vous installer. Bienvenue. Merci. Alors, je prends votre CV. Madame de Petrini. C'est ça. Anne. On démarre toujours comme ça en entretien d'embauche. Parlez-moi de vous, Anne. J'ai fait des études de commerce pour ensuite bifurquer complètement vers l'audiovisuel. Et voilà, assez jeune d'ailleurs. Et puis, je dirais que j'ai jamais arrêté depuis et que mon cœur de... Enfin, mon... Talent, c'est un grand mot, mais enfin, en tout cas, voilà, j'écris, en fait, depuis. Et cette écriture m'a amenée à occuper différents postes, à savoir, j'ai écrit un livre, j'ai écrit un spectacle, j'ai écrit des films, j'ai écrit des chroniques, voilà. Donc, vous êtes passé du journalisme à la casquette d'artiste, c'est ça? Alors, artiste, c'est les gens qui en décident, on va dire oui, disons ça, oui. Comment ça, les gens? S'autoproclamer artiste, je trouve ça bizarre. Mais de toute façon, cette époque est bizarre à cet égard, je trouve. Parce qu'on s'autoproclame plein de trucs. Puisqu'on fait sa promo sur les réseaux, puisqu'on fait sa propre promo dans sa vie. Et en même temps, vous êtes en entretien d'embauche. Complètement. Donc c'est le principe. Bien sûr. De devoir se vendre. C'est compliqué? C'est compliqué. En même temps, quand on l'a accepté, c'est le jeu. Voilà. Vous travaillez en ce moment? Oui, en ce moment, jusqu'en décembre, je suis au théâtre. Les vendredis, samedis, au point virgule. D'accord, vous travaillez le soir plutôt? Le soir, voilà, là je joue mon spectacle. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Oui, sinon aussi, je suis à Quotidien, l'émission. Je sais pas si vous voyez l'émission d'Yann Barthès. Non, c'est une émission d'infotainment, je dirais. Qu'est-ce que vous faites au théâtre? Au théâtre, c'est un spectacle que j'ai écrit et qui parle de comment j'ai fait pour être heureuse dans la vie. Ah. C'est un vaste programme. Et donc, c'est-à-dire? Quelles sont les expériences que j'ai accumulées pour essayer d'accéder au bonheur? Ah, ça m'intéresse ça. Et donc, quelles sont les expériences? Alors, c'est un peu un prétexte, parce que c'est un chemin de vie. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste pour supporter on est tous plus ou moins angoissés. Moi, j'ai été beaucoup, peut-être un peu plus que la moyenne. Donc, la vie m'était particulièrement pénible. Et donc, en se disant, en même temps, on n'a pas quand même beaucoup de temps. Ça dure pas longtemps, la vie, en fait. Et si c'est pour être en PLS 90% du temps, ça va pas être marrant. Donc autant essayer d'en profiter mieux. Et pour accéder à ça, alors parce que je dis quête du bonheur, c'est un peu tarte à la crème, c'est pas à chercher à être heureux, c'est chercher déjà, ce que je disais, à supporter la vie et puis après à en tirer le meilleur profit. Donc j'ai commencé par une psy comme tout le monde, enfin comme tout le monde non, pas du tout, qui m'a pas mal apporté d'ailleurs. Et puis après en fait, comme je suis d'humeur joueuse et aventurière un peu à mes heures, quand on me parlait de méthodes géniales, j'ai essayé moi. Donc j'ai fait magnétiseur, j'ai fait marabout moi, j'ai fait exorciste, j'ai fait pas mal d'expériences. On a pris un petit pas de côté, on revient à l'entretien d'embauche. Ça vous arrive souvent de passer des entretiens d'embauche? J'en ai passé beaucoup quand j'étais en école de commerce, pour les stages, où on avait même des formations à l'entretien. Et après, dans ma vie, j'ai plus tellement l'occasion, non. C'est quelque chose qui vous met à l'aise? J'étais pas fan, non. Je trouve que c'est un moment particulier. En plus, il y avait ce truc de... À chaque fois, les gens, ils disaient... Moi, je me souviens, en école de commerce, ils disaient, ouais, plus ils te gardent longtemps, et puis c'est bon signe et tout. Et moi, j'étais toujours torchée en 20 minutes, et j'étais là... Ils en ont rien à foutre, ou enfin, j'ai l'impression d'avoir aucun intérêt, c'était horrible. Ça, c'est une grosse problématique dans ma vie, ça. L'impression d'avoir pas d'intérêt, de présenter pas d'intérêt pour les gens. Je devrais peut-être pas vous dire ça donne pas envie, non? Ouais, moyen. Mais ça vient de quoi, selon vous? Je pense que c'est des trucs d'enfance, ça. J'ai pas confiance en moi folle. Et donc, c'est pour ça que j'ai souvent cherché à lutter contre ça, là, écrire, se montrer, faire de la télé, essayer de se rendre intéressante, quoi. Ça m'a pris du temps, hein. Mais c'est pas mal aussi que les trucs arrivent tard, en fait. Ah, justement, en parlant de tard, moi, ce qui me frappe dans votre CV, c'est que les candidats... avec vos années d'ancienneté, généralement ont du mal dans la prise de risque. Et vous faites vos débuts au stand-up. Oui, je fais tout le contraire, ouais. Parce que, en fait, justement, c'est ça. J'ai longtemps complexé
même artistiquement, vis-à-vis des gens qui explosaient jeunes. J'ai souvent admiré même les parcours, les Amy Winehouse, bon, ça se finit pas foufou, mais les parcours comme ça, enfin, les trucs flamboyants, quoi. C'est-à-dire les gens qui savent et qui se comprennent artistiquement si jeunes et qui savent qui ils sont, enfin, où ils sont artistiquement, je parle. Et je me disais, waouh, enfin, parce que moi, j'ai l'impression que tout me prenait une éternité, ce qui est le cas. Mais en vrai, du coup, c'est bien parce que ça me garde des plaisirs, en fait. Je me dis, je m'ennuie pas et ouais, je trouve ça joyeux, en fait. Et ça m'a fait tellement avancer. Moi, la scène, pour le coup, c'est un des trucs, par rapport à tout ce que j'ai fait, qui a le mieux, enfin, marché, c'est pas... mais qui m'a le plus aidé, moi, tac, colonne vertébrale, enfin, Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça m'a aidé à plus m'excuser d'être là, voilà. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, il me le disait souvent, Alex Lutz, c'est mon metteur en scène, et il me disait, quand on répétait, il me disait, mais arrête de t'excuser d'être là, en fait, c'est bon, le théâtre, il est booké, les gens, ils viennent, enfin, c'est chiant, en fait. C'est vrai, c'est chiant, en fait, d'être comme ça. C'est chiant pour qui? C'est chiant pour les autres aussi. Et c'est quand j'ai compris que c'était chiant pour les autres aussi que je me suis dit, bon, on va arrêter. C'est aussi une façon d'attirer l'attention sur soi de l'autre côté, en fait. Vous me parliez d'une autre activité, une chronique, c'est ça? En télévision? Ouais. Ça consiste en quoi? Alors, ça consiste à faire... Alors, moi, je fais un billet d'humeur, mais c'est une émission qui est donc quotidienne. Et moi, je suis dans l'émission du vendredi qui est donc dédiée au week-end plus. Je fais une chronique d'humour, humeur. Moi, j'ai fait de la télé il y a longtemps. Sur Canal+. Et j'ai adoré faire ça. Et franchement, c'est vrai qu'à Canal, à l'époque, il y avait une exigence. On nous demandait quand même qu'il fallait apprendre quand même un peu des choses aux gens, qu'il fallait proposer un contenu. Et c'est ce que vous trouvez aujourd'hui dans cette émission? Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ça semble important, l'esprit de bureau? J'adore ça, moi. C'est un peu The Office, quoi. Je trouve ça fascinant, la vie de bureau, en fait. C'est des gens quand même qu'on voit plus que tous les autres dans sa vie, quand on est dans un bureau. Que sa famille, et ce petit microcosme, là, ce qui s'y passe, c'est un peu comme dans une classe, en fait. C'est drôle qu'il se recrée toujours la même chose dans des mini-sociétés, quoi. Il y a toujours le marrant, la belle, le lourd, Bon, bref, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc... C'est vrai qu'on doit se choisir. Bah oui. Mutuellement, sans vraiment se choisir. Exactement. Sans se choisir du tout, même, en fait. Et donc, il se recrée... Enfin, oui, mais... Les autres collègues, enfin, ça dépend si vous êtes chef, vous choisissez, ouais, carrément. Ouais, c'est même carrément votre métier. Ouais. Est-ce que vous arrivez à bien trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée? C'est une question qu'on pose généralement qu'aux femmes. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas de barrière, moi. C'est la même vie. C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que ça participe à votre identité. Oui. Vous ne pourriez pas faire un job alimentaire et vous retrouver dans ce rôle de mère ou d'amie. C'est à travers le travail que vous vous définissez. Oui, c'est vrai, je pense, oui. Mais je pourrais faire un job alimentaire s'il le fallait. C'est juste que je trouve que j'ai eu de la chance de pouvoir surfer cette vague. Pourquoi une allégorie de surf, je ne sais pas, étant donné que je n'en fais pas. Hein. Mais voilà, et de rester à peu près debout, quoi. Les formations. Vous parlez de vos formations, justement. Vous avez fait combien d'années d'études? Racontez-moi un peu toute cette partie de... J'ai fait une prépa HEC, sans conviction, moi. Hein. Encore une fois, c'était un truc où on m'a plus ou moins aiguillée là, parce qu'il n'était pas question d'aller à la FNAC, j'allais dire à la fac. Pas à la FNAC, si, mais à la fac, ça aurait pu être amusant. Ouais, donc voilà, il fallait faire des études supérieures. Donc la fac, c'est des études supérieures. Mais bon, bref. Donc, mais vous semblez dire que HEC, ça tombe... C'est pas si simple, c'est très exigeant quand même. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Mais c'était... Moi, mes parents, ils voulaient ça. C'était soit maths sup, soit prépa HEC, soit... et encore, soit Cagne, Hippocagne. Mais ça, il y avait moins de débouchés. Et maths sup, je me sentais pas quand même de m'engager dans un... Déjà que j'avais des boutons, c'était pour les garder jusqu'à... Donc, non. Donc, j'ai fait prépa HEC. Parce que je me disais, bon, c'est encore le truc un peu le plus ouvert. Et même maintenant, avec le recul, c'est quand même une brutalité, c'est d'une violence quand même, ces trucs-là. Là. C'est quand même l'école de l'humiliation. C'est très... Il y a des gens qui craquaient même physiquement, quoi, comme des sportifs qui tombaient malades. Parce que c'est... encore une fois, en France et tout, dans certains... En plus, j'étais dans une prépa à Paris qui était hyper réputée, etc. Et on arrive, en plus, on est
Enfin, j'étais très bonne élève, hein, en vrai, donc c'est pas pour me vanter, mais j'ai eu que ça à faire. En fait, c'était ce qu'on me demandait, donc moi, je le faisais. Hein. Bah, vous pouviez très bien être mauvais élève ou ne pas prendre, ne pas étudier. Bon, bah, moi, je faisais pas de vagues. On m'avait dit, il faut être bon élève. Je suis bonne élève. Qui vous a dit ça? Mes parents. Moi, j'étais une petite soumise, moi. Et du coup, ça. Et puis, on est très bon élève et on se tape des 2, des notes négatives, des trucs qui sont là parce qu'il y a une espèce de... Et j'ai jamais compris, en fait, après coup, ce besoin d'enfoncer. On a 18 piges quand on arrive là. Pourquoi, en fait Bon, bref. Et c'est très brutal, c'est très violent, c'est très... De toute façon, c'est un peu comme à l'armée, on se fait mal parler, on se fait reprendre, on se fait humilier devant tout le monde, les copies lues à voix haute et gna. J'ai trouvé ça et du coup, j'ai passé... ça peut se faire en 1 an, mais moi, j'ai passé 2 ans. Parce qu'évidemment, il ne fallait pas que j'ai une école en province. Il fallait que ce soit une des 3 écoles à Paris. Donc, voilà. Et donc, après, j'ai intégré Subdeco Paris. Au grand désarroi de mon père, qui m'a dit que c'était HEC la première. Et comme j'avais été admissible à HEC, mais que j'avais raté à l'oral, il a été très déçu. J'essaye de comprendre, vous faites votre formation pour vos parents ou pour vous? Pour mes parents, 100%. Hein. J'avais pas l'espace pour même imaginer. Je pense que je savais pas, je m'étais même pas posé la question de ce que je voulais, moi. Comme je savais pas quel métier je voulais faire vraiment, et que les métiers que je voulais faire, c'était justement écrire ou jouer la comédie, c'était des trucs qui étaient absents, moi, de mon mapping familial. Pour mes parents, les métiers, c'est les métiers des Playmobil, quoi. On est boucher, on est architecte, c'est pas... Là, ces métiers-là, c'est pas des métiers pour eux. Donc, ça n'existait pas dans mon univers, et donc, ce qui existait, c'était du dur, quoi. Donc, ils vous ont appris à avoir un bon rapport à l'autorité? Spontanément, j'ai été très soumise à l'autorité, ouais. Mais ça peut être une bonne chose. Je suis pas sûre. Parce qu'il faut quand même questionner aussi, parce que parfois c'est bien de dire oui, mais il faut que ce soit légitime. Souvent, ma façon de résister, on va dire, ou en tout cas d'obtenir ce que je voulais moi, c'était justement une soumission un peu factice, c'est-à-dire de dire oui, et puis après de faire exactement ce qu'on veut. Et ça peut marcher. Ça peut marcher souvent justement quand on est confronté à des producteurs et tout sur des textes, ils vous disent il faut changer ça et ça, tel personnage. Et on dit oui, on change une phrase et 2 virgules, et après on revient et on dit, c'est important, grâce à ce que tu m'as dit, franchement, c'est beaucoup mieux. Et les gens, une fois qu'on leur a dit ça, hop, miroir, ils se disent, ouais, c'est la même chose qui est écrit, mais ils trouvent ça 10 fois mieux. Je vois votre premier boulot. Alors ça, c'est rigolo, parce qu'en effet, vous avez une formation plutôt dans l'économie et les finances, et vous allez travailler comme journaliste économique. Ben, en fait, justement, pendant tout ce temps, quand même, je voyais bien que ma formation ne matchait pas avec ce que j'avais envie de faire, en gros. Et donc, comme j'étais un peu démunie, je me disais comment... J'avais pas envie... Moi, ce qui était à la mode, moi, quand je suis sortie d'école de commerce, c'était l'audit. Donc, comptable. C'est super intéressant. Oui. C'était très bien payé, surtout, je me souviens à l'époque, et c'était travailler chez les cabinets d'audit, Arthur Andersen à l'époque, etc. C'était de la compta, j'ai rien contre la compta, hein. Mais j'ai jamais réussi à équilibrer un bilan. J'ai rien appris dans cette école de commerce, d'ailleurs, dis donc. Bref. Vous avez rien appris dans cette école de commerce? Non, rien. Alors, je crois que ça a un peu changé, mais c'est-à-dire que c'était la prépa qui était difficile du jour où je suis rentrée. D'ailleurs, je me suis dit ça après, je me suis dit, plus jamais je souffre comme ça pour on ne sait quoi d'ailleurs. Moi j'étais très j'étais très sage, j'étais très école de commerce, les fêtes, tout d'un coup ting ting, je me suis dit hey, ça existe de s'amuser quand même. Vous découvrez Ah oui, découvre tout. Moi j'étais tellement j'étais dans ma bulle comme dirait Diams. Très bonne référence. Je vous en supplie. Pour finir sur votre réponse, du coup, le journalisme, ça me paraissait le truc le plus funky que je pouvais faire dans ce cadre qui m'était imparti. Mais j'aurais adoré être au Elle ou, je sais pas, ou au Monde ou à Libé. Mais en fait, comme j'avais fait ces études-là, je me suis retrouvée au Revenu français. Bon, super. Oui, super. Non, mais pour moi, c'était déjà une petite porte de sortie parce que je pouvais écrire, en fait. J'écrivais, même si c'était pas forcément sur le sujet qui me passionnait le plus, j'écrivais. Donc vous vous épanouissez quand même dans ce premier emploi? Oui. Et ensuite, Canal+. Pareil, entretien d'embauche classique, j'imagine? Pas du tout. En fait, quand je voyais les sketchs des nuls et tout, je me disais, mais donc, en fait, les gens gagnent leur vie plutôt bien, d'après ce que j'ai compris, en faisant ça.
c'est-à-dire en se déguisant, en faisant ça. Et je me disais, mais c'est ça, moi, hein, c'est ça. Mais je voyais pas comment, donc. Et un jour, j'ai appelé le standard de Canal et j'ai demandé s'il y avait des castings. Moi, je connais rien, je connaissais même pas le mot casting. Et donc, et la fille au standard, elle me dit, oui, on a le casting pour la météo et c'est... Et je dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Elle me dit, il faut venir, c'est aujourd'hui et demain. La directrice de casting, en plus, Fabienne Bichet, et elle ressemble à ma mère sur le... Et donc, du coup, ça m'apaise. Et elle me dit, reviens avec écris un texte sur la météo. Je fais, mais c'est-à-dire... Bon, et ben je suis revenue, j'avais écrit une ode à Evelyne Delia, parce que grande prêtresse de la météo, donc j'avais écrit un poème à Evelyne Delia, et je me suis dit, bon, bah, je sais pas. Et là, je sais pas, elle rigole et tout, ça se passe bien, et c'était horrible parce que j'avais mon cœur qui me disait, c'est bon, en fait, c'est ça y est, c'est parti là. Et j'avais ma tête qui était là, mais pauvre folle, tu vas tellement être déçue. Et après, elle me dit, bon, bah, réponse dans 15 jours. Moi, je compte les jours, moi, je suis très scolaire hein, à l'époque, vraiment, donc je compte les jours, pas de réponse. Et un jour, je rentre chez moi, il y avait c'est les répondeurs qui clignotaient encore. D'habitude, c'était des messages de ma mère ou quoi, donc j'étais là, bon. Et là, elle avait laissé, Fabienne, donc elle avait laissé, je sais pas, des dizaines de messages où toute la journée, elle me disait, dis donc, ça sent bon, j'ai l'impression que c'est toi. Non, en fait, non. Ah si, putain, mais ouais, c'est toi. Et à la fin, sur tout le truc, j'étais là. Et j'étais tellement, j'étais toute seule parce que mon fiancé de l'époque, il n'était pas rentré encore. J'étais là, putain, ça a marché. J'ai été prendre une douche en soutien-gorge, voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Enfin, j'ai pas fait exprès, mais quand j'étais dans la douche, à un moment, j'ai fait « Tiens, c'est bizarre, ah oui, t'as gardé ton soutien-gorge. » Voilà, c'est ça dont je me souviens. Merci pour la petite confidence. Je vous en prie. Pour la gênance de l'anecdote, vous voulez dire ? Je ne suis pas là pour vous juger, Anne. En revanche, je m'inquiète d'une chose, c'est que vous quittez un CDI pour... Alors voilà, ben ça c'est mon père qui m'a dit ça. Il m'a dit donc en fait on t'a payé ça d'études, parce qu'après j'avais fait un master en plus moi. Et donc il me dit donc on t'a payé toutes ces études et tout pour que tu signes un CDD de 3 mois. À l'époque c'était ça, c'était septembre, décembre et ensuite janvier, juin. Tous les ans on signait de... Et il me dit pour que tu fasses ça, voilà, la météo. Il me dit c'est bien. Et tout d'un coup, j'ai l'impression de découvrir c'est Alice au Pays des Merveilles, quoi. J'arrive dans un... de découvrir un monde j'ai fait que rire. Enfin, que rire, c'est réducteur, mais que c'était un bonheur, en fait, j'étais enfin là, effectivement. Je faisais la météo, je me déguisais en maille à l'abeille. Et je me disais, mais... Et j'ai eu l'impression de rattraper des années d'adolescence, en fait, et même un peu d'enfance, où j'étais pas... où j'ai beaucoup travaillé, en fait, très tôt. Alors, je faisais pas des Nike en Chine, mais j'ai beaucoup travaillé, en fait, et je me suis pas beaucoup amusée. Dans mon adolescence, là, quand tout le monde fait des conneries et tout, moi, non, moi, je fumais pas, je buvais pas, j'étais pas enceinte, j'étais vraiment très chiant. Et du coup, après, là, je me suis... voilà, déjà un peu à l'école de commerce, ça avait commencé à craqueler un peu, et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est formidable, en fait. Vous avez pas peur du ridicule à ce moment-là ? Ah, pas du tout, j'y pense même pas. J'ai peur, je me souviens parce que c'était en direct, et j'avais peur de dire des obscénités, je me souviens. Mais le ridicule, non, en fait, c'était bizarre, mais même d'ailleurs, il me l'avait dit, Alain Degreffe, donc le directeur des programmes de Canal à l'époque, il m'avait dit, mais c'est un peu une énigme, il me dit, donc toi, t'as fait tout ça, et là, t'es contente, là, de ce travail-là, ça va. Puis je lui ai dit, mais grave, moi, alors là, ça avait pu durer toute ma vie. Ah oui, j'adore, enfin, ouais. J'adorais ça, quoi. En fait, c'est drôle parce que donc très classique, je viens d'un milieu très classique et j'avais l'impression que j'avais des aspirations très classiques aussi. Moi, j'avais l'impression que ce dont j'avais envie, c'était mon nom sur la porte, ding, mon ordinateur quand j'arrive. Et en fait, j'ai tout fait. Et chaque fois que je me retrouvais dans cette situation, j'ai tout fait pour envoyer tout... pour casser ça, en fait. Je vois que vous arrêtez à ce moment-là la télévision. Après la météo, j'ai fait une émission quand même un peu plus sérieuse parce que avec Philippe Gildas. Et j'ai fait aussi une émission de jeu avec Alain Chabat qui s'appelle Burger Quiz, où j'en ai fait plein aussi. Et après ça, j'ai attendu ma première fille. Pas à la gare, j'étais enceinte de ma première fille. Et du coup, j'ai pris un peu j'avais quand même touché un petit chécos à la fin de Canal, parce qu'en gros, on avait le choix soit de rester justement avec la nouvelle équipe, soit de partir avec des années d'ancienneté. Et du coup, je me suis dit,
je vais partir. Et du coup, voilà, donc j'avais un peu de temps pour voir venir, et là, j'ai écrit. C'est là où j'ai écrit mon premier film, qui s'appelle Il reste du jambon. C'était, parce que c'était ce que je vivais moi, c'était une histoire une comédie romantique entre une Française et je dis un Arabe, c'est pour simplifier, hein, donc c'est issu de l'immigration. Voilà. Et du coup, j'ai écrit ça. Et donc, en fait, je suis passée de la télé au cinéma, on va dire. Ça a été le film a bien marché et tout, d'ailleurs. Ça a été Et pareil, ça a été aussi un saut dans l'inconnu parce que tout d'un coup, on m'a dit, comme en France, il y a une tradition d'auteur-réalisateur. On trouvait pas, moi j'avais juste écrit, on trouvait pas de réalisateur faiseur qui soit d'accord pour juste le réaliser. Et donc, mon producteur à l'époque m'a dit, t'as qu'à le faire. Moi, j'étais là, bof, je sais même pas c'est quoi réaliser, en fait, je savais pas ça voulait dire quoi, moi. Et donc, j'ai acheté des livres sur Amazon et tout pour me tenir un peu informée. Et comment réaliser un film, tout ça. Et en fait, après, il m'a mis une super équipe aussi, et j'ai beaucoup appris, et j'ai adoré faire ça. Ça a été vraiment une révélation, ça aussi. Donc, vous êtes réalisatrice de ce film? Oui. Mais c'est marrant parce que c'est quand même le poste à haute responsabilité de votre CV et vous ne le mettez pas en avant. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je dis toujours que j'écris parce que c'est effectivement de là que tout part, mais ouais, puis réalisatrice, pareil, c'est des trucs que j'avais pas prévus, donc j'ai pas l'impression que j'ai une légitimité folle. Mais maintenant, c'est le 3e, j'en ai fait 3 quand même, donc ça y est, maintenant c'est bon. D'ailleurs, au début, c'était marrant parce que je me souviens, au début, on commence la première scène. J'avais l'assistant réel, Denis Imbert, d'ailleurs, il fait ses films maintenant, qui était génial, hyper gentil et tout avec moi. Donc, on est tous les deux comme ça. Et puis, ça commence et puis, il se passe rien. Et là, il me fait action, faut que tu dises action. Action, j'étais là. Qu'est-ce que c'est rien que ça, enfin, je veux dire, symboliquement, c'est marrant. Les gens vont se mouvoir à partir d'un mot que tu dis toi, quoi. Mais donc, vous dirigez combien de personnes à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, il y a je pense qu'il y a ça dépend des films, autour d'une centaine, ça va entre 70 et 150, je pense que ça dépend des jours et voilà. Vous faites 3 films différents? J'ai fait donc Le Jambon, qui était, c'est mon premier. Après, j'ai fait, les 2 autres étaient des films de commande, mais qui me touchaient. Le second s'appelle L'école est finie, c'était avec Bérangère Krief, et c'était un film sur une prof. Et comme ma mère était prof, et que la cause des profs, le service public et tout, c'est un truc qui m'est cher aussi, et que je trouve qu'ils sont maltraités souvent à tort, bref, j'avais envie de défendre. Et puis, c'était drôle et bien écrit. Et le 3e s'appelle Belle, 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 et c'est l'adaptation d'une comédie Netflix qui s'appelait I Feel Pretty, qui était écrite par Amy Schumer, une comique américaine. Et là, sur l'image qu'on a de soi, justement, la confiance, etc., c'était aussi des thèmes qui me parlaient, donc voilà. Et du coup, l'image que vous avez de vous-même en tant que réalisatrice, elle évolue? Oui, maintenant, je pense que je le suis, oui. Maintenant, oui. 3 films, voilà. Non, mais attendez, entre le premier et le deuxième, on a 50% de chances de plus en faire. Entre le deuxième et le troisième, 50% de plus en faire. Là, j'en ai fait 3, ça y est. C'est statistiquement possible. Vous diriez que vous êtes à l'aise avec les feedbacks? Alors, oui, je suis à l'aise avec les feedbacks, sauf quand ils sont méchants. Non, j'aime pas la critique. Enfin, j'aime pas la critique. J'écoute volontiers ce qu'on a à me dire. Ça me touche, en fait. Au-delà du raisonnable, les mauvaises critiques. C'est-à-dire, je sais bien que, normalement, la maturité aidant, on doit faire la part des choses et tout, mais c'est vrai que j'encaisse à chaque fois ça comme vraiment un direct au foie, alors qu'en plus, dans cette époque où, évidemment, oui, c'est vraiment un sport, hein, le hating, ça existe, ouais, ça doit être au JO cette année, je pense. Mais c'est vraiment très violent, je trouve, quand même. Au regard de vos années de carrière, ce serait quoi le plus grand échec, mais sur la partie professionnelle? Le plus grand échec sur la partie professionnelle, c'est plus sur les moments où j'arrivais pas à enclencher, c'est plus les moments de rien faire en fait, parce que sinon c'est pas comme ça que je le vis en tout cas, parce que même s'il y a des choses qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas marché comme je voulais, rien que de les avoir fait en fait, je suis contente et j'en ai retiré quelque chose en tout cas. Donc sinon un gros échec, je dirais pas ma carrière de chanteuse, parce que ça c'est un échec. Mais c'est vrai que c'est drôle quand on relit, parce que je suis à l'âge où on peut relire maintenant, mais on peut faire un peu de rewind. C'est marrant de voir qu'on pensait ne pas avoir de plan, mais qu'on en avait quand même un peu un. C'est-à-dire, je pensais ne pas savoir où j'allais, et que les trucs m'arrivaient comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a quand même eu un peu de pilotage, même inconscient. Voilà.
Mais c'était quoi alors votre atout principal dans tout ça pour tenir La curiosité, en fait. Et c'est drôle parce que j'ai vu la curiosité, l'envie, ce que vous décrivez, l'envie de se jeter dans le vide, à des moments, de se dire, bon, et quand bien même là, les gens font là, oh, quel courage, oui, ok, mais qu'est-ce que je risque en fait? Qu'est-ce que je risquais? Que les gens se marrent pas du tout, que personne ne vienne, bon, ça aurait été assez violent, mais bon. Mais j'ai l'impression, si je dois vous demander vos 3 qualités et 3 défauts, ce serait quoi? Courageuse, je dirais quand même. Persévérante, donc patiente, ça va. Donc, que j'essaye de me relever, même quand ça m'a fait mal, j'essaye d'en tirer quelque chose. Résiliente. Oui. Et défauts, alors là, les défauts, c'est plus facile. Les défauts, c'est le manque de confiance. Ça, c'est quand même très chiant, en fait. Ça fait perdre beaucoup de temps et encore une fois, c'est épuisant, en fait, pour soi, pour les autres. Tout part de là, le manque de confiance, donc une espèce d'exigence un peu... ouais, c'est ça, de pas s'aimer, c'est la même chose, non? Bon, c'est toutes les déclinaisons qu'on peut faire autour de ça, je les ai, par contre. Et ça, c'est un peu un stigmate qu'on garde. C'est compliqué, ça, de se défaire de ça. Parce qu'au moment où on croit qu'on y est, on se sent hyper fraîche et tout, clac, ça vient te taper sur l'épaule et je suis là, hein, tu sers à rien, t'es au courant? Ah oui, c'est vrai. Et puis, c'est à des moments où on s'y attend pas, justement. Où on croit que ça va, où on a un petit accomplissement. J'ai gagné des followers et tout d'un coup, on lit un commentaire, on est là. Ouais, ouais. Ah oui, ça vous touche Ouais, ça me touche, ouais. Moi, j'ai l'impression, en fait, comme je viens d'avant, quand même, j'ai l'impression qu'on me le dit dans la rue, moi. Dis donc, que ça me fait le même effet, quoi. Dis donc, tu sers à rien. je vous prie, Anne. Non, c'est pas vous qui le disiez, c'était... C'est bien ce qui me semble. Miroir. Très bien, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, super. Vous avez peut-être des questions avant de se quitter? Non, je voulais savoir combien de temps vous allez mettre à choisir. On fera au plus vite. Je pense que vous aurez de nos nouvelles d'ici une semaine. Et puis si vous n'avez pas de nouvelles... C'est que c'est non. Non, mais n'hésitez pas à repostuler en revanche. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonne Au revoir, merci soirée. beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour votre temps.